Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette 19e soirée de la seconde saison de l'Agora des Savoirs, un cycle de conférences qui vous est proposé par la ville de Montpellier. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les 18 premières sur le site de la ville, montpellier.fr, ainsi que sur le site de Parole de chercheurs, Parole au singulier, chercheurs au pluriel, qui est le site de la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier, qui est partenaire de ce projet. Je tenais tout d'abord à remercier vraiment très sincèrement et très chaleureusement notre invité, François Julien, d'avoir accepté une fois de plus de venir à Montpellier, le remercier de sa générosité et de sa fidélité envers un public dont il sait qu'il le lit maintenant depuis de nombreuses années avec beaucoup d'assiduité et qu'il suit ses travaux très fidèlement. Je rappellerai très brièvement, François Julien, que vous êtes bien sûr philosophe et sinologue, helléniste d'abord de formation, devenu très tôt et très jeune sinologue, auteur maintenant de plus de 20 livres traduits en plus de 20 langues, que vous êtes professeur, que vous enseignez à l'Université Paris Diderot, membre de l'Institut universitaire de France et que vous dirigez l'Institut de la pensée contemporaine. Récemment, vous avez publié aux éditions Gallimard Philosophie du vivre, dont dont vous direz sans doute quelque chose suite à cette conférence, parce que c'est un livre vraiment important. Et puis aux éditions Grasset, un peu précédemment, vous avez publié Cette étrange idée du beau, qui sera plus particulièrement au cœur de votre conférence ce soir. Je tiens aussi à signaler un livre paru aux éditions du Seuil récemment, un livre de Nicolas Martin et Antoine Spire intitulé « Chine, la dissidence de François Julien », un livre auquel vous-même participez, mais cette fois-ci sous la forme de dialogue très éclairant, très précieux, pour qui veut entrer une fois encore dans votre pensée, des dialogues menés évidemment avec les auteurs que je viens de citer. Et puis, bien sûr, la plupart de vos ouvrages sont édités en poche et sont réunis dans deux très beaux livres au Seuil. Un livre intitulé, le premier, La pensée chinoise dans le miroir de la philosophie, et puis le second s'appelle La philosophie inquiétée par la pensée chinoise. À ce propos d'ailleurs, si l'activité philosophique regorge aujourd'hui de nombreux petits maîtres apportant consolation facile, leçons de vie dérisoires et traités de subversion assez inoffensive, il reste encore des penseurs, et vous en êtes, qui choisissent, eux, d'inquiéter. Mais très peu choisissent, eux, d'inquiéter la philosophie elle-même, ses discours, son socle d'évidence impensée, ses certitudes lentement et difficilement construites, et tous les modes de pensée qui découlent justement de cette philosophie, en jouant de l'écart qui éloigne d'une part la philosophie dite occidentale, en tout cas la philosophie d'origine grecque, et puis la pensée chinoise. En jouant de cet écart qui ne les sépare pas définitivement, un écart qui permet le dialogue, un dialogue souvent difficile, compliqué, qui permet la confrontation, qui permet des va-et-vient réguliers, un écart qui concerne la plupart des domaines de la pensée. Vos travaux ont abordé l'esthétique, les questions du pouvoir, les questions de la morale, les questions de la philosophie première, bien sûr, questions de la langue, les questions de la parole et de la traduction, et un écart qui nous amène, nous, occidentaux, à interroger nos attendus de pensée, tous nos impensés, nos lieux communs, à penser enfin ce que vous-même avez, je crois, formulé, c'est-à-dire à penser ce que jusqu'alors on ne pensait pas à penser. De cette inquiétude, de cet inconfort qui naît, apparaissent les conditions d'une véritable relance de la philosophie, très loin en tout cas du ronronnement académique, et à milieu, ça c'est certain, des petites épiceries de la morale ou de la révolte qui prospèrent ici et là. Alors ce soir, vous allez illustrer ce fait, une fois encore, en choisissant de traiter la question du beau. Non pas l'adjectif beau, mais le beau, cette étonnante élévation par le substantif, cette étonnante élévation au concept, le beau, que les Chinois, eux, n'ont pas pensé et qui apparaît pour la première fois
chez Platon, dans l'Hippias majeur, et dont vous signalez avec force qu'il est un véritable commencement possible de la philosophie occidentale. Donc sans plus attendre, je vous laisse la parole, cher François Julien, et je vous remercie encore. Non, je vais aller au micro derrière la main. Merci de votre invitation, merci de votre accueil et de votre propos d'introduction. Je trouve que je vous très juste, donc je vais le commenter. Je vais le commenter en redisant brièvement, mais certains le savent, je ne vais pas vous ennuyer, ce qui a été mon chemin et pourquoi entre l'Europe et la Chine, j'ai ainsi circulé. Et puis j'en viendrai effectivement à la question du beau, puisque je suis ce soir, et puis peut-être celle du vivre, qui en est en fait le prolongement. Voilà, vous avez bien dit l'essentiel, à savoir ma situation bancale. Bancale entre l'Europe d'une part, la Chine de l'autre, et le point de départ qui est le mien, à savoir de quitter la philosophie européenne, et d'abord grecque, pour trouver un point de recul, de façon à remettre en perspective notre pensée. C'est ça qui a été ma stratégie philosophique. C'est donc pas un désir de Chine, n'est-ce pas, qui m'a conduit, mais disons une façon de m'y prendre en philosophie et de trouver donc un ailleurs par rapport à la tradition européenne, ou plutôt par ailleurs à ce qui, du dehors chinois, paraît effectivement tradition européenne. Donc que cela soit clair, ce n'est pas une question d'altérité, ce n'est pas le désir de l'autre, c'est se tourner vers un dehors. La Chine est ailleurs par l'histoire, puisqu'il a fallu attendre si longtemps pour que les deux mondes, les deux côtés du grand continent, se rencontrent, XVIe siècle, et en fait surtout XIXe siècle, donc très tardivement par rapport à l'histoire des deux cultures. Et puis ailleurs de la langue, on le sait bien, le chinois n'appartenant pas à l'ensemble indo-européen dont nous sommes, c'est pas notre famille de langues. Et puis l'idéographie chinoise, etc. Donc c'est ça qui pour moi est le point de départ, sortir de notre pensée, prendre du recul, pour voir comment on pense, n'est-ce pas, et faire jouer cet extérieur chinois vis-à-vis de la philosophie. Alors c'est vrai qu'on dit souvent la Chine, ça doit être très différent, c'est si distant, n'est-ce pas? Est-ce que parce que c'est éloigné, c'est autre? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais par mon travail, c'est que plus difficile à franchir que la différence, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est-à-dire, ce sont des traditions de pensée qui se sont développées indépendamment l'une de l'autre, sans se regarder, donc indifféremment l'une à l'autre. Et en tant que philosophe sinologue, ce à quoi je suis d'abord confronté, c'est comment mettre en rapport, en vis-à-vis, comment faire que se regardent, se tournent l'une vers l'autre, ces cultures qui se sont si longtemps ignorées. Donc il faut opérer des montages de façon à ce que ces deux cultures puissent se dévisager. C'est ça qui est en jeu. Alors souvent, je l'ai figuré en termes de détour et de retour. Détour par la Chine, mais qui n'en finit pas. Et puis retour sur la pensée européenne pour l'interroger, vous l'avez bien dit, dans ce qu'elle n'interroge pas. Alors détour par le dehors de la Chine, c'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive à la pensée quand on sort de l'histoire de la philosophie? Quand, pour philosopher, on ne peut pas remonter dans l'histoire des questions. Ce que nous faisons, disons, par atavisme, comme dirait Nietzsche, n'est-ce pas, pour penser quelque notion que ce soit, quelle est son histoire? Comment nous est-elle venue? Bon, passant en Chine, cette possibilité-là m'est retirée. Et puis, comment on pense quand... ne sont pas développés les grands philosophèmes à partir desquels nous avons pensé. L'être, Dieu, la vérité, la liberté, enfin, tout cet ensemble-là. Et puis quand on rompt avec la langue, quand on quitte la langue qui les a portés, qui les a articulés. Donc au fond, la question, c'est qu'est-ce que peut être un dépaysement de la pensée? Et puis par effet de retour, revenons sur la pensée européenne, je dis par effet de retour, c'est pas après. Le retour est en même temps que l'aller, parce que sinon on ne revient jamais. C'est tellement long d'entrer en Chine, tellement long de lire tous ces textes et ces commentaires de commentaires, etc.
Donc, par effet de retour, revenir sur la pensée européenne de ce dehors chinois pour interroger notre pensée dans ce qu'elle n'interroge pas. C'est-à-dire tout ce que nous véhiculons comme allant de soi, tous ces partis pris implicites, enfouis, à partir desquels la raison européenne s'est constituée. Ce que nous prenons pour de l'évidence, parce que nous n'avons pas de prise pour l'interroger, pas de dehors pour le considérer. Donc vous voyez qu'au fond, pour moi, passer par la Chine, c'est revenir sur notre impensé. C'est ça mon objet philosophique. Et l'impensé, on ne peut pas l'aborder de front, sinon on le penserait. Non, il faut des stratégies obliques, qui nous permettent donc de le... Je dis stratégie, ce n'est pas méthode. Stratégie, c'est-à-dire façon de le, comme ça, de détecter et d'avoir prise sur lui de façon oblique, indirecte, en tout cas pour moi, via la Chine. Donc, détour, retour, au fond, mon travail se situe dans ce qui est la tradition, enfin une tradition importante de la pensée européenne de la fin du XXe siècle, qu'on appelle la déconstruction. Avec les noms que vous connaissez bien de Heidegger, Lévinas, Derrida. Mais je dirais, la déconstruction que j'engage via la Chine est une déconstruction du dehors, et non pas du dedans. Plutôt, j'ai le sentiment que, si vous voulez, quand on est dans la tradition européenne, quand on pense comme nous pensons, n'est-ce pas, ici en Europe, et qu'on veut prendre du recul à l'égard de la construction métaphysique des Grecs, ce que font Heidegger, Lévinas et d'autres, eh bien, quelque part, et immanquablement, on se réadosse à la tradition hébraïque. C'est ce qu'on a appelé à propos de Heidegger sa dette impensée. Impensée au versant hébraïque, n'est-ce pas, sur lequel on se réappuie pour interroger, pour mettre en question et déconstruire la tradition de la métaphysique. Et c'est vrai que c'est ce qu'a porté la philosophie européenne. Et encore à l'époque moderne, pensez à Hegel, n'est-ce pas, bonheur grec, conscience malheureuse juive. Pensez à Nietzsche, le grec, le juif. Pensez à Kierkegaard, Abraham face à Socrate. Bref, il y a quelque chose qui a été une grande inspiration dans ce mouvement de balancier entre Athènes, Jérusalem. Et disons, passer par la Chine, c'est justement sortir de ce grand mouvement-là, avec les risques, bien sûr, que à quoi cela conduit, qui est d'être dans une sorte de porte-à-faux, une situation bancale, comme on dirait, un pied sur l'autre, un pied en Chine, un pied en Grèce, n'est-ce pas, et d'autant plus que je ne fais pas de comparaison, mais je suis dans cet aller-retour, entrer, sortir, rentrer, bref, dans cette circulation-là. Alors, un mot qui a été prononcé tout à l'heure, sur lequel je voudrais revenir, c'est celui d'écart. Oui, et pour justifier que je ne fais pas de comparaison, je dis tout de suite, ce n'est pas du comparatisme philosophique. Parce que comparer, c'est ranger. C'est ranger en fonction du même et de l'autre. C'est pas, et c'est en même temps se donner une position de surplomb à partir de laquelle je vais donc disposer et ranger selon ces catégories du même, de l'autre. Donc, la comparaison ne me paraît pas féconde, puisqu'elle est seulement de rangement. Et d'autre part, la comparaison a ce défaut pour apparier ce que je mettrais comme ça en rapport, de couper avec les cohérences à partir desquelles ces différents aspects peuvent se comprendre, se penser. Donc, ce n'est pas la notion de différence qui m'intéressera, celle d'écart, parce qu'écart me paraît au contraire une notion plus féconde, parce que l'écart, c'est quoi ? C'est former un branchement, se séparer, et se séparant, se mettant en tension. L'écart ne suppose pas une position de surplomb, mais plutôt met en tension ce qui s'est séparé, n'est-ce pas, comme deux possibles de la pensée. Écart est comme on dit en français couramment, faire un écart, même sur le plan moral, n'est-ce pas, il a fait un écart. Donc écart, c'est sortir d'une position attendue, normale, pour se mettre dans une autre qui est donc en séparation, en tension, en distance avec elle. Je dirais par là que écart est une notion qui n'est pas de rangement, mais de dérangement. Notion exploratoire. Jusqu'où va l'écart ? Donc une notion heuristique, n'est-ce pas ? Et il me semble que ce n'est pas seulement l'écart entre Chine et Europe. Je suis attentif aux écarts possibles et à les faire travailler. Écarts dus à cette extériorité de pensées qui se sont si longtemps ignorées. Mais je dirais que plus largement pour moi, toute l'histoire de la philosophie est une histoire des écarts qu'elle a conçus.
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la façon dont Aristote serait différent de Platon, mais sa façon dont Aristote s'écarte de Platon, c'est-à-dire ouvre un écart, un autre possible, donc un autre accès à l'impensé. Bref, cette notion d'écart, donc, permet au fond de vous dire pourquoi je ne suis pas comparatiste, mais je suis dans cette situation où, détectant des écarts possibles entre pensée joueuse et pensée européenne, j'essaie de les exploiter, de les faire travailler, sans bien sûr du tout en venir à isoler les mondes. Enfin, il ne s'agit pas pour moi de... Alors je le dis parce que des quiproquos, des malentendus se sont surgis à ce propos. Non, l'écart, c'est l'outil du dialogue. Que cela soit clair. Il ne s'agit pas, je n'ai pas parlé, j'ai parlé d'extériorité, donc d'écart à faire travailler, parce que je crois qu'un dialogue est d'autant plus riche, justement qu'il y a du dia de l'écart en jeu, du dia et du logos. Du dia de l'écart et du logos de l'intelligible. Pour moi, tout ce que je lis, que ce soit en Chine ou en Europe, c'est de l'intelligible. Je ne comprends pas tout, mais disons, ma position de principe, philosophique mais aussi politique, c'est que c'est l'intelligible. Donc il n'y a pas de mentalité chinoise, il n'y a pas d'esprit chinois. Non, il y a des cohérences, qui peuvent être plus ou moins écartées les unes des autres, et qui ont pour nous l'intérêt justement de déployer le champ du pensable, qui ont l'intérêt d'aller voir jusqu'où on a pu penser de façon diverse dans l'humanité. Et donc avec ce projet que dès lors qu'on n'est plus attaché à une notion de nature humaine qui serait d'emblée, par définition, universelle, mais qu'il y a de l'humain qui se réfléchit, eh bien, tenir compte, prendre en considération, faire travailler tous les écarts de pensée permet d'élargir, de déployer le champ de réflexivité de l'humain. Et au fond, entre la Chine et l'Europe, c'est ça que j'essaie de faire apparaître, c'est ouvrir un espace de réflexivité. Réflexivité au sens propre. L'un se réfléchit dans l'autre, l'un se dévisage dans l'autre, l'un se traduit dans l'autre. Donc l'écart étant cette prospection, cette exploitation des écarts étant la ressource pour moi du philosophique, à l'intérieur de la philosophie et entre cultures. C'est pour vous dire en un mot que mon point de vue à l'égard des cultures n'est pas de chercher, n'est pas de déterminer ce qui serait une identité culturelle. Je ne crois pas à l'identité culturelle. Pas plus d'ailleurs en France qu'en Chine. Je ne crois pas à l'identité pour une raison très simple, c'est qu'une culture... L'identité, on voit bien sûr la différence. Identité et différence, quel vieux couple de la philosophie. Non, mais identité suppose qu'il y a du même qui perdure. Or, dès lors qu'une culture ne change plus, elle est morte. Donc, il est dans la vie même de la culture qu'elle change, qu'elle se transforme. Les Chinois disent ça très bien, dire « wen hua ». Wen, texte, culture, citation, hua, transformation. La culture, c'est la transformation. Donc, je n'imagine pas de ce qui serait une sorte de noyau dur, pur, du culturel. Je ne conçois pas d'identité culturelle. Une langue qui ne change plus est une langue morte. Il y en a comme ça, n'est-ce pas? On les apprend parce qu'elles, dans la mesure où elles ne changent plus et qu'elles sont donc arrêtées dans leur transformation. Donc je ne pense pas à la culture en termes d'identité, et non plus de différence. Je pense à la culture en termes de fécondité. Fécondité. Pour moi, les cultures sont des ressources à exploiter. Et les langues, d'abord, sont des ressources. Alors, il y a la langue chinoise, je dirais la langue européenne, ce sont des ressources. Ressources diverses. Ressources, justement, qui sont d'autant plus grandes que de l'écart travaille entre elles. Je considère donc la culture en termes de ressources, en termes de fécondité à exploiter, et je conçois le dialogue culturel comme étant justement ce travail pour mettre en vis-à-vis et faire réfléchir les cultures entre elles. Voilà en gros mon plan de travail. Alors, vous avez dit que j'avais écrit beaucoup de livres. Non, j'écris des chapitres d'un même livre que je poursuis comme ça, d'une année à l'autre. Et le chapitre que je propose d'ouvrir ce soir, concernant le beau, sera une sorte de terrain, d'exercice de ce chantier-là. Et puis bon, après, si nous avons le temps et les forces pour ça, j'en viendrai au vivre, puisque c'est le dernier chantier
que je ne referme jamais, mais disons, je tire des fils comme ça. Alors, il y a un fil, effectivement, touchant à l'art, que j'avais engagé à travers la fadeur, la grande image à pas de forme, la question du nu, je vais revenir, la question du beau. Il y a un fil touchant à la morale, que j'ai poursuivi en différents essais, et effectivement aussi en rapport aux politiques. Bien, et puis un du vivre, que j'avais engagé avec du temps, dont le sous-titre était « Éléments d'une philosophie du vivre », après avec Nourrir sa vie, formule chinoise Yangsheng, et là récemment avec Philosophie du vivre. Bien, la question du beau. Pourquoi c'est une question? C'est là que ça commence. Et d'abord, ce que vient de dire, le beau. C'est-à-dire, au fond, ce qui se trouve dans les langues européennes, en grec comme en français, qui est que je peux passer de beau à le beau. Beau est un large spectre. Quand je dis une belle affaire, cela me fait une belle jambe, c'est pas beau au sens esthétique. C'est une façon de dire le convenable, l'opportun. Bon. En grec, c'était pareil. Une belle armée, c'était pas une armée qui défile bien, belle dans son uniforme. Une belle armée, c'est une armée qui sait bien s'y prendre, n'est-ce pas, dans Homère. Ou un beau port, c'est pas un port qui est beau. Un beau port, c'est un port où on peut facilement accoster. Donc, kalos a ce champ large. Mais de dire le beau a opéré une sorte de sélection sémantique comme ça, pour isoler ce qui a été le sens qui a été privilégié sur le plan esthétique ou le plan moral. Déjà chez Homère, n'est-ce pas? Donc il y a ce fait de la langue qui est passé de l'adjectif au substantif. C'est une ressource de la langue européenne, parce que la langue européenne a une morphologie et une syntaxe. Et c'est de cette isolation-là du sens esthétique dans la panoplie de beau, en disant le beau, que est partie la philosophie. Et vous l'avez cité, ce dialogue de Platon, l'Hippias majeur, qui est un exercice de philosophie. Exercice de philosophie pour classe de philosophie. Platon, le premier professeur de la discipline, et en face de lui, il y a Hippias, un sophiste, qui ne comprend pas la distinction entre ces deux questions. Qu'est-ce qui est beau ou qu'est-ce que le beau? Entre les deux, il y a l'article grec, le beau. Qu'est-ce qui est beau? Alors, une belle femme, une belle cavale, une belle marmite. Bon, l'inventaire est infini. Non, Socrate dit, c'est pas qu'est-ce qui est beau, tiesti kalon, c'est tiesti to kalon. Qu'est-ce qui est le beau? C'est-à-dire, à partir de là, penser ce qui est la grande opération de Platon, ce qu'il redit tout le temps, qui est sa grande affaire à lui, passer du divers, du pluriel, du phénoménal, à ce qui est donc les belles choses, à ce qui est le beau, c'est-à-dire le concept. Donc c'est important, c'est sur le beau que Platon nous entraîne à cet exercice philosophique qui a été l'exercice philosophique majeur pour l'Europe, passer du divers, de l'expérience, au concept, kata mian idean, selon une seule idée, n'est-ce pas, ce singulier du concept qui contient en lui abstraitement toute la diversité du sensible. C'est important parce que chez Platon, il y a les idées platoniciennes, elles sont nombreuses. Et l'idée du bien, en tout cas à l'époque de la Poitéia, est celle qui domine. Mais c'est toujours par l'idée du beau que Platon commence. Pourquoi? Parce que l'idée du beau a un statut tout à fait singulier, qui est que les autres idées, elles sont dans l'abstrait, même si cet abstrait, pour Platon, est le réel. Mais l'idée du beau, elle est dans le topos toneidon, le lieu des idées, mais elle est aussi dans le sensible. Ou même Platon nous dit, elle est ek phanestaton. Elle est ce qui surgit le plus du sensible. Et le beau, c'est donc cette chose si singulière, n'est-ce pas, chose-idée, n'est-ce pas, qui est que de toutes les idées, c'est la seule qui soit à la fois au cœur du sensible et qui, dans ce sensible, fasse penser à ce qui le dépasse, de l'ordre de l'intelligible. Donc c'est pour ça que c'est sur le beau que Platon, disons, engage cet exercice de philosophie qui est l'apprentissage du concept, donc de l'abstraction. Et là, on a vraiment effectivement une filiation. Pourquoi je dis tradition? Parce qu'il y a une tradition de la question du beau qui nous mène d'un texte, l'Hippias majeur de Platon, texte qui finit sur ça, on se reverra demain. Aujourd'hui, on n'en sait pas plus, et qui va se poursuivre durant toute la tradition classique,
D'abord chez les Grecs, chez les Latins, et puis dans toute l'époque classique européenne. Je vous cite Diderot, son traité sur le beau, mais il y en a des milliers de traités sur le beau. Diderot nous dit « Comment se fait-il que presque tous les hommes soient d'accord qu'il y a un beau, qu'il y en ait tout autant qui le sentent vivement où il est, et que si peu sachent ce que c'est ?» Donc le grand problème, c'est qu'on a le beau, mais on ne sait pas le définir. Là-dessus, chacun a sa dispute. Donc voilà, il y a donc bien quelque chose qui nous vient. Et quand je dis tradition, c'est parce que, passant par la Chine, non par le dehors chinois, je perçois mieux, je crois, ce qui est une filiation dont on ne sort pas. On ne sort pas, je prends, Dieu sait que c'est peut-être le philosophe les plus importants du XXe siècle, Adorno, en Allemagne, qui nous dit au fond la même chose, c'est-à-dire le beau, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, mais en même temps, qui n'est pas intéressant, parce qu'on ne peut dire toujours que ce qu'on a dit depuis Platon, n'est-ce pas ? Donc, comment en sortir ? Alors, c'est là que l'écart chinois peut peut-être nous aider, parce que je ne peux pas dire en chinois, le chinois classique est une langue sans morphologie, c'est-à-dire qui est sans déclinaison, qui est sans conjugaison, et qui ne distingue pas morphologiquement l'adjectif du substantif. Donc, cette distinction si opérante du côté grec et européen, beau ou le beau, ne se dit pas en chinois classique. Vous voyez que la grande question posée par Hippias, en fait, elle se trouve, retirée. Alors, on a un terme en chinois, mais, qu'on traduit habituellement par beau, mais, disons, qui n'a pas connu ce destin-là. Et puis, plus important du côté chinois, c'est que, justement, c'est ça qui me paraît important, c'est que autant le terme de beau a monopolisé, il y a une hégémonie durant toute l'époque antique et classique chez nous en Europe, et l'art se rangeant sous le beau, et il a fallu toute la crise de la modernité pour se sortir de ce monopole du beau, autant du côté chinois, je ne vois pas de terme prééminent, de terme hégémonique, de terme... Comment pense-t-on ce qu'on appelle l'art en Chine, la tradition classique, comme toujours en Chine, à partir de binômes, c'est-à-dire de termes opposés et complémentaires, en termes de polarité. Alors, on dit couramment florissant, onctueux. Vous voyez, deux termes qui se répondent. On dit limpide, joli. On dit secret, élégant. Donc, toujours comme, vous savez, yin et yang, enfin, disons, termes opposés, complémentaires, en interaction, mettant en tension. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en Chine ? On classe. Chez la Chine, un pays de la hiérarchie. Alors, on dit, par exemple, supérieur, moyen, inférieur. Et puis, on distingue supérieur, 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 moyen, supérieur, inférieur, moyen, supérieur. Et avant de classer ainsi les œuvres d'art, on a classé quoi ? Les fonctionnaires. C'est à la fin des Han, n'est-ce pas ? Quand l'Empire chinois se déployait politiquement, il y a donc besoin de rouages administratifs. Et bien, donc, comme ça apparaît cette catégorie des fonctionnaires, ce qui est unique dans le monde, n'est-ce pas ? C'est la Chine qui a produit cette chose, dont je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, qui est. Et que nous avons emprunté à la Chine. Il faut bien voir, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle, quand nous avons fait notre révolution, que nous avons rompu avec toute la tradition des charges et des héritages, nous avons emprunté quelque chose à la Chine qui est les concours. Les concours, fin du VIIIe siècle. Héritage lourd à porter. Et donc on classe hiérarchiquement, on a classé hiérarchiquement les fonctionnaires, mais aussi les écritures calligraphiques, et puis les peintures et les poètes. Les poètes, un des plus grands textes de commentaires de la poésie ou d'appréciation de la poésie en Chine, Shepin, de Zhonghong, eh bien c'est supérieur, 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 supérieur moyen, etc. Et puis inférieur, inférieur. Bon, voyez donc, ce qui change d'abord, c'est ça. C'est qu'on a un paysage notionnel qui n'est pas le même, qui n'est pas sous la prééminence d'une notion devenue concept, le beau, mais qui est en tension. Tension de termes en tension, opposés complémentaires. Alors, si je poursuis un peu plus cette affaire, je dirais qu'au fond, on voit que sous la question du beau, dans la philosophie grecque, eh bien, sont enfouis trois partis pris sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est celui que j'ai évoqué, platonicien. La rupture entre le sensible et l'intelligible. Donc, il y a un monde des phénomènes, un monde du sensible, donc un monde du pluriel, du divers. Et puis, il y a ce monde-là, je dédouble
en projetant un autre qui est le topos oneidon, le lieu des idées, et le beau étant, entre les deux, la seule jonction, la cheville ouvrière de ce rapport-là, puisque le beau, encore une fois, surgit du sensible, mais renvoie nostalgiquement à l'idée. Et puis, second choix grec implicite, bien sûr, essentiel, c'est autour de quoi tourner la philosophie grecque. Vous voyez, en suivant la question du beau, en fait, pour moi, c'est une façon de repenser qu'est-ce qui a été matriciellement, c'est pas, opérant dans la pensée grecque, et ensuite la pensée européenne. Le second parti pris grec, je dirais, c'est d'avoir privilégié, c'est ce que fait Platon, la forme modèle, qu'on appelle eidos en grec. Eidos, pour ça topos ton eidon, traduit par idée, forme, n'est-ce pas? Mais ce fait qu'il y a une configuration théorique, n'est-ce pas, qui est la réalité des choses, donnant aux choses leur statut, leur statut d'image par rapport à un modèle. La forme est modèle, archétypique, bon, tout ça vous le savez. Et ce qui a donné le premier penseur de l'art en Occident, qui est Plotin. Non pas Platon, on sait que Platon, les artistes, ils s'en méfient, les poètes aussi, mais Plotin, qui pense techné en sujet, l'art. Sujet de quoi? Eh bien, le sujet de cette opération qui est que l'artiste va imprimer la forme idéale qu'il conçoit dans son esprit, l'eidos, dans la matière résistante, dans la matière du sensible. Il faut donc cette idée du imprimer, n'est-ce pas, le sculpteur Phidias, qui donc voit dans son esprit la forme idéale, eidos, et qui va chercher à la faire entrer dans le sensible, la matière obscure, n'est-ce pas, du sensible, du marbre, n'est-ce pas, qu'il va ainsi tailler. Donc cette idée, qui est une idée qui a traversé toute la tradition européenne, de l'artiste travaillant à la matière à partir de la forme qu'il a dans l'esprit, forme idéale, n'est-ce pas, et la matière résistante qu'il a à manier. Donc, parti pris de la rupture du sensible et de l'intelligible, parti pris de la forme modèle, idéale, et troisième parti pris grec, c'est l'être. Parce que s'il y a un mot opérant dans la langue grecque, comme disait Heidegger, le plus petit de tous les mots, mais le mot qui est sous tous les mots, c'est être. Ce grand choix grec de l'être, qui est dans la langue, être est dans Homère avant d'être dans Platon, n'est-ce pas? Et le fait que finalement, Plotin pense l'équivalence de l'être et du beau. Je vous cite Plotin. Où serait le beau privé de l'être? Où serait l'être privé de la beauté? Donc l'être et le beau, comme ça, n'est-ce pas, sont adéquats l'un à l'autre. Être n'est rien d'autre qu'être beau. Et être beau, c'est tout simplement être. Bon, là, il y a un choix grec essentiel, n'est-ce pas? Un choix grec essentiel qui est que, au fond, le beau hante le sensible, n'est-ce pas, par sa présence, l'imprègne, et cela conduit à cette chose qui, je crois, nous tient depuis les Grecs jusqu'à Hegel y compris, c'est que, au fond, plus cela est déterminé, plus cela est, et plus cela est beau. Vous voyez, les peintres à l'époque classique, qu'est-ce qu'il fait? Il peint jusqu'au bout. Il peint en peignant les poils, les plis, les reflets, tout ça. Plus je peins, plus je fais être, et plus je fais être, plus cela est beau, n'est-ce pas? Il a fallu attendre à l'époque moderne, justement, pour se détacher de ce privilège donné à la détermination de l'être faisant le beau. Pour moi, une phrase marquante de cela, c'est Baudelaire, n'est-ce pas? Quand Baudelaire nous dit, Baudelaire qui sera repris par Malraux, puis par Merleau-Ponty, enfin, c'est une longue histoire de la modernité, quand Baudelaire nous dit, il y a des tableaux qui sont faits et qui ne sont pas finis, et il y a, hélas, des tableaux qui sont finis, mais qui ne sont pas faits. Ben là, il y a une coupure. C'est-à-dire que c'est la découverte de ce qu'est l'esquisse. Je m'arrête de peindre, j'arrête mon pinceau, je suspends, pour justement, non pas déterminer davantage, mais par ce qui reste vide, non accompli, non peint, laisser passer quelque chose qui est que l'œuvre est plus à l'œuvre quand elle n'est pas finie. Elle est plus opérante en tant qu'œuvre quand elle n'est pas comme ça. C'est pas Platon, mais Picasso. Picasso disait,
Achever un tableau, c'est comme achever un taureau, n'est-ce pas? J'achève le tableau, mais il est mort. Il est mort parce qu'il est fini, déterminé. Il n'y a plus rien qui passe, n'est-ce pas? Plus rien qui travaille. Il n'est plus à l'œuvre. Il est fini. Bon. Et l'art moderne nous a rendu sensibles à cette dimension de à l'œuvre, et justement se retenant d'être fini. Bon, en tout cas, si je reprends ces trois partis pris enfouis de la tradition grecque, je les vois mieux si je me tourne du côté chinois, puisque je vois qu'en Chine, on n'a pas consommé la séparation de l'intelligible et du sensible, ou plutôt on a pensé en Chine qu'il y a bien le sensible, il y a bien un au-delà du sensible, mais ce n'est pas pour autant l'intelligible. Non, il y a simplement... Qu'est-ce que le monde pour les Chinois, vous le savez, c'est de l'énergie. L'énergie qui coagule, se concentre, forme l'opacité de ce qu'on appelle les corps. L'énergie yin. Et puis en même temps, il y a l'énergie qui, au contraire, au lieu de se concentrer, de se condenser, au contraire, émane, se déploie, s'anime, forme ce qu'on appelle l'esprit. Mais il n'y a pas ce rapport matière-esprit que les Grecs ont inventé. Et donc il y a bien le sensible et l'au-delà du sensible. L'au-delà du paysage, l'au-delà de la saveur, l'au-delà du son. Mais cet au-delà n'est pas pour autant d'un autre statut, notre statut ontologique, qui serait celui de l'intelligible. Alors c'est ça qui est la ressource de l'art chinois, la peinture chinoise d'abord, parce que c'est à partir des traités sur la peinture que j'ai travaillé dans ce livre, qui est qu'on nous dit qu'il y a bien une dimension invisible qui habite, s'héberge dans le sensible. Donc le sensible est bien en dépassement. Il y a bien à cet égard transcendance. Il y a bien dépassement du sensible, mais ce dépassement du sensible ne constitue pas pour autant un autre niveau qui serait celui de l'être, séparé de l'apparence, ou, disons, de l'idée séparée du pluriel des choses. Donc vous voyez, je lis ainsi un traité de peinture chinois, d'époque classique, un des plus anciens du IVe siècle de notre ère. Le paysage contient en lui, je traduis de la matérialité, hein, ce n'est pas la matière, c'est de l'opacification, mais tend au spirituel. Le spirituel s'héberge, se loge, n'est-ce pas? D'où cette formule chinoise importante, c'est que le sensible, ce que je peins, transmet, chuan, transmet la dimension d'esprit. Transmet. Donc il est traversé par cette dimension d'esprit, et la dimension d'esprit est ce qui déploie le sensible. Donc il n'y a pas rupture métaphysique, mais il y a bien du dépassement qui nous ouvre à une dimension d'épanchement, d'animation, de respiration, qui fait que, il y a de l'au-delà du sensible, une sorte d'imperceptible qui nous échappe et qui justement anime, parce que le sensible, il se détermine, donc il se fige, il se réifie, comme on dit, alors que cette dimension animante, elle fait respirer, et notamment la peinture, pour ce qui est des peintres. Le deuxième point d'écart, si je reprends mes trois aspects, c'est que je dirais la peinture chinoise ne peint pas la forme, mais la transformation. Le grand mot, le grand verbe de la pensée chinoise, c'est transformer. Le sage transforme. Transforme quoi? Les mœurs des gens. Le stratège transforme. Il transforme la situation. Eh bien, le peintre, qu'est-ce qu'il peint? De la transformation. Donc il n'y a pas l'être. Vous voyez, en face de l'être grec, l'être déterminant, constitué en eidos, en forme modèle, etc. Je vous cite ce passage d'un traité de peinture Song, Chen Wenshi. La montagne sous la pluie ou la montagne par temps clair sont, pour le peintre, aisées à figurer. Aisé, ça signifie facile à figurer, c'est-à-dire pas intéressant. C'est pas la bonne peinture. Mais que du beau temps tendre à la pluie, ou de la pluie tendre au retour du beau temps, s'héberger le soir au sein des brouillards, quand le dispersé à nouveau se rassemble et que les choses plongent dans la confusion. C'est très beau, vous voyez, parce que là, c'est toujours dit en termes de polarité. Émergent, s'immergeant, entre il y a et il n'y a pas, voilà ce qui est difficile à peindre. Donc, c'est difficile à peindre parce que qu'est-ce qui est difficile à peindre? C'est la transformation. C'est pas image d'Épinal du beau temps, il fait beau, plein soleil, carte postale. C'est pas mauvais temps, beaucoup de nuages. Non, c'est la transition. C'est le passage, c'est de l'un à l'autre. C'est donc, il n'y a pas d'essence. Ce n'est pas une essence qu'on cherche à capter, c'est une transition qu'on cherche comme ça à évoquer dans ce cas-là d'indéterminé.
donc le peintre peint entre il y a et il n'y a pas. Il peint la transition. Bon, l'esquisse, je dirais, de la peinture moderne, c'est ça aussi. Et puis, si je poursuis un peu la réflexion, je dirais que ce que peint le peintre chinois, ce n'est pas l'essence des choses, il n'y a pas d'essence constitutive, parce qu'il n'y a pas de verbe être, n'est-ce pas, qui en soit le support, mais c'est ce que j'appellerais en vis-à-vis. Alors là, je forge un peu mon vocabulaire, bien sûr, parce que faut que je trouve quelque chose qui puisse laisser passer cet écart-là, ce que j'appellerais la valence. Valence, valeur, n'est-ce pas, la valence. Je vous donne, cela paraît peut-être abstrait, mais je vous cite un passage d'un quelqu'un du XVIIIe siècle, Fang Xun, qui fait apparaître cet écart. Quand on peint des nuages, ils ne peuvent ressembler à de l'eau. Et quand on peint de l'eau, elle ne peut ressembler à des nuages. Donc quand vous apprenez à peindre, il faut savoir peindre ou de l'eau ou des nuages. Vous voyez, le mode de condensation n'est pas le même. Mais une fois que ce principe est bien assimilé, on ne se demandera plus si nuage ou si eau. Là où se porte le pinceau, si, alors je traduis par intentionnalité, évidemment c'est beaucoup trop lourd, i en chinois, hein. Donc si mon fort intérieur, l'incitation de mon fort intérieur fait que je prends ça pour nuage, alors c'est nuage, je rajoute un et. Hein. Si ça me fait prendre ça pour l'eau, ça sera de l'eau. Donc il n'y a pas d'essence de l'eau ou des nuages. Il y a au fond, bien sûr, d'abord des gammes à faire où j'apprends à peindre différemment l'eau ou les nuages. Mais une fois que j'ai acquis ce tour de main-là, eh bien après, c'est comme on veut. C'est au gré, eau ou nuage. Il n'y a pas d'essence de l'eau ou des nuages. Vous voyez ce que ça défait déjà de notre approche ontologique, c'est-à-dire en termes d'être, n'est-ce pas, dans cette perspective. Bon, et puis un autre écart essentiel, c'est que toute la peinture moderne européenne a cherché à se libérer de ce qui a été le corset dans lequel le beau a été contenu en Occident, à savoir la ressemblance. Fait que ça ressemble. Cette injonction de ça, la ressemblance. Et c'est vrai que ce qui a porté la pensée de l'art en Europe, et d'abord chez les Grecs, mais peut-être aussi qui l'a bloqué, c'est ce qui nous vient d'Aristote, c'est la pensée de la mimésis, l'imitation. L'idée d'Aristote qui est que, qu'est-ce que c'est que peindre ? Ben, il nous le dit, hein, c'est transposer la forme que je prélève du sensible, par exemple l'arbre que j'ai devant moi, prélever cette forme pour la reporter sur mon support, sur le papier, n'est-ce pas ? Donc l'opération peindre, c'est une opération de prélèvement ap eikaisein, disent les Grecs, n'est-ce pas ? Je prélève une forme appartenant au monde des phénomènes, des choses, pour la reporter sur le support du tableau. Et Aristote nous dit qu'il y a un double gain à cette opération de transfert. Premier, un gain de connaissance, c'est qu'en prélevant cette forme naturelle pour la reporter sur mon papier, eh bien, j'appréhende ce qu'est la cause formelle de cette forme. Donc, je l'identifie. Donc, je la détermine mieux. Je la conçois mieux, plutôt. Et puis, en même temps, j'ai un plaisir. Plaisir de me dire, ah, oui, ça ressemble à un arbre. Donc, je reconnais dans la forme reproduite, je reconnais la forme prélevée. Donc, dans cet aller-retour, il y a quelque chose qui est un plaisir, qui vient se greffer sur le rapport de connaissance. Bon, c'est donc une idée qui a tellement travaillé la pensée européenne et qui a porté la pensée de l'art pendant si longtemps, qui est donc ce crédit accordé à la ressemblance. Or, s'il y a une chose que la peinture chinoise très vite a, plutôt que les peintres, parce que les peintres chinois, c'est des lettrés, hein. Ils sont souvent des fonctionnaires, mais aussi poètes, mais aussi peintres. Ils ont le pinceau, et le pinceau, c'est l'outil, n'est-ce pas, avec lequel on rédige les dissertations de concours, avec lequel on peint, avec lequel on calligraphie, avec lequel on écrit aussi des poèmes. Eh bien, s'il y a une chose qu'ils nous disent très tôt, c'est qu'il faut, belle formule chinoise, ressembler sans ressembler. Comme on a dit, parler sans parler, s'affairer sans s'affairer, n'est-ce pas ? Cette façon de retirer ce qui serait, disons, stérilisant de la ressemblance, au profit d'un autre terme chinois qui serait celui de la résonance. La peinture chinoise ne cherche pas la ressemblance, la résonance, yun en chinois, qi yun. Belle notion, qi c'est l'énergie de la respiration, qi, et yun, yin c'est le son, yun c'est la résonance du son. Donc résonance, qi yun,
Ce qui nous rappelle là encore l'art moderne, la peinture moderne occidentale. Pensez à Kandinsky quand il disait, Kandinsky, donc une des références de cette grande mutation de la peinture au début du XXe siècle, quand il disait qu'il fallait atteindre par la résonance intérieure de la forme, la résonance intérieure. Donc, je crois qu'il y a entre résonance et ressemblance quelque chose qu'on peut construire, là aussi en faisant travailler un écart qui est celui de... Il y a même re, n'est-ce pas, le re de la duplication, ressemblance, résonance. Mais l'écart se creuse en alternative. L'un, la résonance, c'est la répercussion d'un timbre intérieur. L'autre, c'est la reproduction de traits extérieurs, n'est-ce pas ? La première se creuse en vibration, la seconde reste en surface. La Chine a effectivement mis l'accent très tôt sur quelque chose que l'art et la peinture moderne européenne ont cherché progressivement, en se libérant de la ressemblance, qui est cette résonance, cette façon dont se configure et est traversée par quelque chose qui le fait vibrer, n'est-ce pas ? Et en tout cas, la peinture du XXe siècle en Occident, je crois, a recherché cela. Puis, troisième écart que j'indique, par rapport à ce qui est le choix grec de l'être, donc de la présence. Vous savez, encore Diderot disait, pas, la chose est belle à cause de la présence du beau en elle. Présence, il faut entendre ce mot en français, prêt, et c'est être devant, présence. Hein. Parousia, disent les Grecs. Être devant, être auprès, la présence. Mais je dirais que la peinture chinoise ne peint pas la présence, puisqu'il faut se sortir de ce cadre ontologique, celui de l'être, mais la prégnance. Prégnance. C'est encore un terme que variance, prégnance, valence. C'est un terme que comme ça, j'esquisserai à côté, en bordure de nos termes privilégiés. Moi, je fais travailler des termes qui ne sont pas des termes conceptuels, pas des termes philosophiques, que j'essaie comme ça de rendre intelligibles pour faire passer des cohérences chinoises, mais que nous comprenons, qui appartiennent tout autant à l'intelligible. Je vous citerai une référence d'un peintre, Shenzhou, à propos de la peinture de Shenzhou. Il dit ceci. Donc, on vous dit ce qui est peint. Retour en barque dans le vent et la pluie. En fait, en chinois, c'est beaucoup plus simple. C'est vent, pluie, retour, barque. Fang yu, guizhou. Vous voyez, la phrase européenne, elle a une syntaxe. Donc, j'ai des prépositions, j'ai des conjonctions, j'ai tout cet appareil qui construit la phrase. En chinois, j'ai pas de conjonction et j'ai très peu de prépositions. Donc, vous voyez, ici, j'ai 4 mots qui sont 4 sinogrammes. Vent, pluie, retour, barque. Je vous lis la suite. Son art du pinceau est libre et négligé. Il a fait, accueillant le vent, de nombreuses branches de saule. Alors je rajoute sous la pluie. En fait, je vois, c'est nombreuses branches de saule, pluie. Même pas 2 saules, branches, saule, pluie. Plus loin, un banc de sable, une barque solitaire, vêtements et chapeaux de paille. Vous voyez le paysage classique de la peinture chinoise, comme ça, des bancs de sable, de l'eau, et puis une barque, et puis un petit chapeau dessus. On ne sait pas si c'est quelqu'un dessous, mais ça doit être. Comme si cela se trouvait au milieu des flots. Quelqu'un, pointant du doigt, me demanda « Mais où donc la pluie ?» Je répondis « La pluie est là où c'est peint, et aussi là où ce n'est pas peint. » Yo Wu Zetian, entre il y a et il n'y a pas, elle passe partout. Partout et nulle part, c'est-à-dire inassignable. Je crois que c'est un point essentiel de la pensée chinoise par rapport à la tradition ontologique des Grecs, c'est que la détermination, c'est de l'assignation, c'est là. Vous assignez les propriétés à un sujet, vous les attribuez, etc. Là, ce que nous fait appréhender la pensée chinoise, c'est l'inassignable. Là où c'est peint et là où c'est pas peint, ça traverse, ça émane, ça imprègne. Ça, je parlerai de prégnance. Alors, j'avais écrit il y a quelques années un chapitre sous le titre, d'abord un titre pas compris, donc j'ai changé quand c'est passé en poche. Au départ, c'était de l'essence ou du beau. Bon. Pas lisible. Donc j'ai changé avec ce qui était le titre du second chapitre, le plus important, le nu impossible. Et m'interrogeant sur cette question toute simple en apparence, mais qu'il faut travailler, pourquoi le nu a été si important dans l'art occidental ? Et là, il y a bien tradition, des Grecs au latin, la pensée chrétienne, qui n'a pas eu tout la même vision du corps que les Grecs, néanmoins va passer par le nu. Piéta, jugement dernier, d'abord Adam et Ève. Hein. Bon. Décision de concile, figurer le Christ nu. Nu, c'est-à-dire dont on voit la forme constitutive. Hein.
c'est pas qu'on voit ou non le sexe, c'est pas ça, parce que vous savez, quand les papes font repeindre, n'est-ce pas, tableau à la Sixtine, ça change rien, toujours des nus, parce que le nu, c'est là, c'est quoi? Alors c'est justement, je vais essayer de dire, en faisant jouer cet écart entre la Chine, parce que la Chine, elle, n'a pas de peinture de nu. C'est comme ça, il n'y a pas. Peinture ou sculpture. Alors chez nous, ça nous a tenu de la sculpture d'abord. En Grèce archaïque, c'était les kourioi, les jeunes hommes, n'est-ce pas? Puis après, la femme, sculptée, Aphrodite, n'est-ce pas? Puis dans la peinture, puis dans la photographie, quelque chose qui nous a tenus, n'est-ce pas? Et encore aujourd'hui, dans les écoles d'art, n'est-ce pas? Peindre modèle, le nu, n'est-ce pas? Donc, le nu a été le lieu de travail des Européens pour appréhender le beau. À travers le nu, saisir la forme belle. C'était donc quelque chose qui a vraiment fait école. Pensez encore, académie, signifiait à l'époque de Vasari, école et aussi étude de nu, n'est-ce pas? Et toute cette question qui s'est posée pour les artistes européens, pensez à Rodin pendant 20 ans, est-ce que je vais figurer Balzac nu ou vêtu? Il avait fait les deux, n'est-ce pas? Donc le nu, c'est une affaire qui peut paraître anecdotique, mais si vous la prenez à partir du dehors chinois, vous voyez que vous avez en face une tradition qui n'a pas fait ça. Et Dieu sait qu'il y a de l'art et de la statuaire en Chine. Donc c'était plus anecdotique. Il y a des bibliothèques entières sur comment le nu, question de proportion, n'est-ce pas, le rapport entre la tête et le corps, est-ce un 7e ou un 8e, ou l'écartement des seins. Là-dessus, le comment, on a essayé de travailler. Mais je n'ai pas trouvé de livre sur pourquoi le nu. Pourquoi ça? Il y a une sorte d'évidence européenne que voilà, le corps humain est le support premier privilégié du beau. L'écart chinois là, nous fait apparaître autre chose, c'est qu'il y a de l'art en Chine, et même quelqu'un, il y a un bohème du IIIe siècle, Liu Ling. C'est parce que la Chine, c'est comme ça, c'est des empires qui se constituent, bureaucratie, ordre impérial, extension territoriale, et puis crise intérieure. Ça se déconstitue, puis ça finit dans un grand bain de sang qui dure 20 ans à peu près, avec des révoltes populaires, turban jaune, turban rouge, enfin, etc., avec des grands rêves millénaristes. Et puis un paysan lève la tête dans tout ça, après beaucoup de morts, et puis devient empereur, et refonde les rites, le calendrier, ça recommence. Allez, on remet à l'heure, et on repart pour 3 ou 4 siècles. Après les Han, premier grand empire, qui dure quasiment 4 siècles, hein, il y a un siècle, le 3e siècle de notre ère, où la Chine est divisée. Et là, disons, il y a une sorte de grand développement de la pensée qu'on dit taoïste, enfin s'inspirant du Zhuangzi en tout cas, et avec des gens qui ne veulent plus du tout entendre parler de politique, parce que c'est trop dangereux, mais qui se retirent dans leur bambou, avec leur broc d'alcool à côté, et qui peignent, calligraphie, enfin, notamment les 7 sages de la forêt, c'est pas une forêt, du bosquet de bambou. Hein. L'un d'eux, on dit qu'il a poussé la bohème jusqu'au point de recevoir les autres nus. C'est pas. Mais quand on le figure, il est habillé. C'est pas. Et moi, je me souviens que quand s'est faite l'ouverture de la Chine en 78, donc le retour de Xi Jinping, un point qui est un point crucial de discussion et de, comment dire à l'époque, lutte entre les deux lignes, n'est-ce pas? La ligne conservatrice, maoïste, et puis la ligne réformiste de Xi Jinping, c'était une peinture de figures pas nues, demi-nues, en plus des minorités, c'est Chambana, à l'aéroport international de Pékin. Donc c'était sujet comme ça, limite. Et puis un jour, j'ai vu envoyer ces peintures, puis un mois plus tard, il y avait un rideau de vent, n'est-ce pas, caché. Bref, c'est une affaire donc, qui n'est pas une affaire anodine, qui pose un vrai problème, mais qui n'est pas seulement un problème de morale. Parce que souvent, les amis chinois m'ont dit, mais c'est une question, notamment en Chine, on m'a dit, mais c'est simple, les Grecs sont naturalistes, les Chinois sont moralistes. Non, ça c'est du culturalisme, c'est pas. Ça c'est essentialiser la culture. Je pense que la pudeur est partout. Même que le nu, c'est cette chose étrange, qu'entre le désir de la chair, d'une part, et la pudeur de la nudité de l'autre, le nu, c'est ce qui vient neutraliser quasiment, je dis bien quasiment, l'un et l'autre, et la pudeur et le désir, pour ériger justement une sorte de socle du beau, n'est-ce pas, qui est le nu avec un N majuscule, n'est-ce pas, le nu, qui n'est pas le corps dénudé, qui est le renversement du dénudement en valeur de beauté. Alors, il y a une question à laquelle vous voyez que je ne fais que tirer rapidement, qui est pourquoi le nu? Pourquoi les Grecs? Alors, c'est avant les Grecs, bien sûr, mais pourquoi? Il y a une sorte de branchement ou de mise en rapport comme ça solide entre la pensée grecque et la figuration du nu. Je dirais le nu, en fait, reprend tout ce que je viens d'évoquer précédemment,
notamment l'idée que le nu, c'est quoi? Le nu, c'est désindividualiser ou dépersonnaliser pour exprimer une essence. L'essence de... Pourquoi que le nu est si important dans la mythologie? L'essence de, n'est-ce pas, par exemple, dans la peinture italienne, la peinture florentine, vous voyez ça tout le temps, n'est-ce pas? Et quand Canova se demande s'il va figurer Napoléon nu ou vêtu, n'est-ce pas? Avant Rodin et Balzac, n'est-ce pas? Figurer Napoléon nu, c'est quoi? C'est ne plus voir Napoléon comme étant un personnage singulier de l'histoire, c'est voir Napoléon comme l'incarnation d'une essence qui serait le courage ou l'héroïsme ou ce que vous voulez, n'est-ce pas? Bon, c'est donc, vous voyez, figurer nu, c'est retirer les qualités secondes, individualisantes, personnelles, affectives, pour ne garder que l'essence de la chose. D'où le grand usage du nu dans la peinture mythologique. En plus, il faut bien voir, parce que c'est une idée fausse de penser que parce qu'on figurerait l'être humain nu, on le naturaliserait. Je crois que c'est l'inverse. Parce que seul l'homme est nu, n'est-ce pas? Le reste n'est pas nu, par métaphore. Non, le nu, c'est justement... c'est une sorte de double séparation par rapport à la nature. C'est une façon d'isoler. Quand vous voyez un tableau de Poussin, un personnage nu dans un paysage romain, vous voyez que le nu, en fait, sort du contexte naturel pour isoler la figure humaine. Vous avez un exemple de cela dans ce qui est un texte de début de classe de philosophie, dans Descartes, les méditations métaphysiques, quand Descartes fait cette expérience, qu'il a l'expérience philosophique première, la première expérience métaphysique, c'est je prends un bloc de cire, je touche, ça fait du son, ça rend du son, il y a une odeur, une couleur, etc. Et je l'approche du feu, et la cire fond. Et Descartes dit, mais qu'est-ce que c'est que la cire? Elle était d'abord solide, odorante, etc. Maintenant, elle est fondue, etc. Et il a rien à dire, la cire, c'est seulement res extensa. C'est une chose étendue. Et donc, tout ce qui était odeur, couleur, forme, etc., c'est des qualités secondes. Et j'ai donc, dit Descartes, déshabillé la cire. C'est son terme. Tantquam nudam considero. Comme si je la considère nue. Nue, vestibus detractis. C'est enlever les vêtements. Les vêtements, c'est les qualités secondes pour ne faire émerger que la qualité première, c'est-à-dire l'essence de la chose. Donc, c'est une opération philosophique majeure qui est de retirer tout ce qui est second pour faire apparaître ce qui est l'essence de. Et puis le nu, je dirais, c'est la ressemblance qui le fait être. Il faut contraindre la ressemblance. Et puis le nu, c'est la présence. Vous voyez même des photographies de nu, vous voyez comment ça focalise. Le nu focalise, il y a par exemple une chambre, le corps nu focalise la présence, la concentre. Bref, le nu est présent, il n'est pas prégnant. Bon, on a des cas un peu limites chez Bonnard, par exemple. Mais présence, ressemblance, variété, non pas variance, je n'ai pas eu le temps de développer, mais tout cela nous montre que le nu n'est pas un choix anecdotique de l'art européen, c'est quelque chose qu'il exprime, notamment qui exprime les deux grands versants de la pensée grecque à cet égard. D'une part, c'est celle qui vient de Platon et de Plotin, mais qui s'incarne dans Plotin, qui est la forme idéale. Le nu, je cherche dans le nu, en travaillant sur le modèle, à saisir la forme du beau, la forme idéale du beau, ce qu'on appelle la beauté canonique, beauté canon, la règle, c'est pas tout ce travail qui a été fait par tous les peintres, parce que le nu que figuré en peinture ou en dessin n'est pas le nu empirique, c'est au fond, à partir du modèle, je modélise, c'est-à-dire j'abstrais la forme idéale, le meilleur rapport, la meilleure proportion, le meilleur incarnat, etc. Donc il a le travail sur la forme modèle. Et c'est de la tradition plotinienne, n'est-ce pas, de la forme idéale. Et puis l'autre grand versant de l'affaire du nu, par rapport à la pensée grecque, c'est chez les stoïciens, le rapport des parties du tout. Figurer un nu, c'est quoi? C'est voir comment les parties composent un tout. Quand je peins l'épaule ou le fameux canon polyclète, le doigt, la main, le bras, etc., comment intégrer tout ce divers dans une unité? Avec cette question grecque essentielle qui est, qu'est-ce que c'est qu'une partie? Une partie qui est à la fois isolée, mais en même temps dépendante. Quel est son être propre, n'est-ce pas? Pensez, je vous cite Sénèque dans sa tradition stoïcienne. Une belle femme n'est pas celle dont on vante la jambe ou le bras, c'est celle dont la beauté globale empêche qu'on arrête son admiration sur l'une des parties. Donc ce rapport partie-tout, si important dans la pensée grecque, parce que c'est aussi le rapport politique.
C'est la grande question grecque, chez Platon, chez Aristote. Qu'est-ce qui est premier, les parties ou le tout? Et notamment dans la cité. Est-ce que c'est les parties que sont les citoyens qui ensuite forment le tout de la cité, ou, option que retiennent les Grecs, est-ce que ce n'est pas le tout de la cité qui précède les parties que constituent les citoyens? Bon, ce rapport partie-tout, qui est un grand rapport de la pensée grecque et européenne ensuite, qui est tout ce travail entre décomposer et recomposer, ce qu'on appelle, Platon, c'est pas diairesis toneidon, la différenciation des essences pour la recomposition, bon, ce qui vous renvoie à cette grande logique européenne de l'analyse et de la synthèse. Souvenez-vous de Descartes, n'est-ce pas? Les règles de la méthode. Eh bien, le nu met ça en œuvre, décomposer en éléments constituants et recomposer en éléments en une globalité. Bon. Eh bien, je suis donc amené à réfléchir sur pourquoi la Chine n'a pas privilégié le nu. Je vous citerai un texte de Su Tongpo, donc un lettré du XIIe siècle, qui dit ceci, un des grands lettrés chinois de cette époque: qu'il s'agisse d'hommes, d'animaux, de palais ou même d'ustensiles, ils ont tous une forme constante. Donc, ce n'est pas intéressant. Et vous voyez que l'homme, homme, animaux, palais, ustensiles. Ce n'est pas intéressant, pourquoi? Parce que c'est uniforme. Quand vous peignez un nu, la forme est imposée. Il faut bien une tête, il faut bien des bras, il faut bien des jambes. Ce n'est pas le choix. Donc, ça s'impose à vous, uniforme. Alors, que dit-il? Les montagnes, les rochers, les bambous, les ombres, les vagues, les brouillards, ils n'ont pas de forme constante. Donc, ce qu'il faut peindre, c'est ce par quoi ils ont forme. Parce que, et vous comprenez pourquoi, dans les traités de peinture chinois, à l'époque classique, ce n'est pas des nus sur quoi on s'exerce, mais des rochers. Peindre un rocher, parce qu'un rocher a n'importe quelle forme. Il n'y a aucune forme imposée. Pas. Simplement, il faut peindre ce par quoi il y a concentration d'énergie. Et belle formule chinoise, pour les Chinois, je l'ai dit, tout n'est que concentration plus ou moins concentrée d'énergie. Donc, entre un rocher et un nuage, il n'y a qu'une différence de condensation. Et au fond, d'énergie plus condensée dans le rocher, plus concentrée, plus dense, plus dure, ou plus animée, plus dispersée, plus déployée dans le nuage. Racine de nuage, n'est-ce pas? Comme on dit. Donc, au fond, c'est à peindre, comme dans le traité classique du grain de moutarde, c'est peindre des rochers, c'est-à-dire qu'il y a n'importe quelle forme, mais peindre une condensation, une concentration d'énergie. C'est cela que cherche à faire le peintre chinois. Avec en plus cette idée que les vêtements expriment la circulation intérieure de l'énergie. C'est pour ça que les plis de la robe, les plis de la ceinture, les manches, tout cela, tout ce qui est peint du personnage, donc fait apparaître extérieurement la circulation intérieure de l'énergie, celle sur laquelle, vous savez, travaille l'acupuncteur dans sa conception. Parce que pour les Chinois, le corps, c'est quoi? C'est un sac d'énergie, avec des trous d'entrée, de sortie, n'est-ce pas? Il faut que ça circule. Donc, vous prenez des planches chinoises d'acupuncture, vous verrez que le dessin du corps est très grossier. Par contre, ce qui est très fin, très subtil, c'est la circulation énergétique qui va du crâne jusqu'au bout de l'orteil, et là, très finement dessiné selon les façons, les différents circuits par lesquels la pulsation peut circuler. Donc, cela n'est pas anecdotique. Je m'interroge juste une chose pour demander à notre... combien de temps vous me laissez, notre hôte? Non, mais dites-moi, parce que le sujet est très long. Hein. C'est la Chine, la Grèce, le rapport des deux, et ce que j'essaie d'en faire, c'est donc... bon, j'aimerais qu'on puisse discuter aussi, j'aimerais en venir au vif. Donc, dites-moi, comment vous... Donc, parce que j'ai un réveil, soyez tranquille. Un quart d'heure. Bon, alors je vais aller un peu en galopant pour signaler certaines questions, et puis tout cela est à déployer, à travailler, etc. Je vais donc ressaisir cette question du beau à un second âge de la philosophie, non plus chez les Grecs, mais dans la pensée classique européenne. Et là, dessiner un second triangle. Le premier triangle, ça avait été celui de la séparation du sensible et de l'intelligible, de la forme idéale, modèle, eidos, et puis ce rapport de l'être et du beau, tel que Plotin, entre autres, l'a pensé. Le second triangle dans lequel est saisie la pensée du beau à l'âge classique, je donnerai trois notions.
celles en tout cas qui sont déployées dans la critique du jugement de Kant, celle de représentation, celle de jugement et celle de plaisir. Au fond, c'est le triangle classique de la pensée du beau. Représentation, Vorstellung, jugement, Urteil, et plaisir, Lust. La phrase de Kant par laquelle commence la critique, donc il n'est pas au début, qui est dans la critique du jugement, qui est, je cite, « La beauté artistique est une belle représentation d'une chose. » Vorstellung. En même temps, on voit que, une fois que Kant a dit ça, ce qu'il a pensé classique, penser de la représentation, eh bien, il est en difficulté parce que que fait-il du sentiment, du Gefühl, hein? Et une question que je me suis posée, c'est qu'il n'y a pas de mot en chinois, encore aujourd'hui, si ce n'est parce qu'on a traduit et qu'on dit, voilà, ça signifiera ça, de l'européen, il n'y a pas de mot en chinois pour dire représenter. Alors là, c'est une question qui est importante, parce que vous voyez comment elle met en question et en souffrance, quelque part, la philosophie classique européenne. Par exemple, alors je vous mets en garde, quand vous lisez des traités chinois de peinture traduits en français, vous verrez souvent qu'on dit représente. Telle peinture représente 3 maisons sous la neige. Mais en chinois, il n'y a jamais représenté. Il y a 3 maisons neige. Il n'y a pas représente. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment un choix européen de penser à travers cette notion de représentation, notion essentielle de la philosophie classique européenne. L'idée étant celle de Descartes, n'est-ce pas? C'est que mes idées représentent les choses. Donc il y a une vision, un usage comme ça pour la connaissance. Puis l'autre usage, vous connaissez, c'est l'usage politique, n'est-ce pas, des représentants. Et la démocratie moderne liée à cette idée de représentation. Bon. En tout cas, là, il y a un concept fondamental de la philosophie classique européenne qui a intervient dans le domaine de la réflexion sur le beau. Le beau, c'est donc la belle représentation d'une chose. Eh bien, le fait qu'il n'y ait pas... cette possibilité, elle est coupée dans la tradition chinoise, puisqu'il n'y a pas de terme pour dire représenter, et que le terme, ce qui est plus important, le terme qui signifie image en chinois, xiang, signifie tout autant phénomène. Vous voyez, ce dédoublement que mettait déjà en scène la mimésis d'Aristote, comme représentation, mimestai, pour lesquels il y a d'abord la représentation théâtrale, hein, eh bien, cette possibilité n'est pas exploitée, hein, puisqu'au fond, et ça c'est une chose très difficile que la traduction rate toujours, c'est que xiang signifie aussi bien image que phénomène. Phénomène, image, n'est-ce pas? Or, c'est une chose que je crois l'art moderne européen cherche aussi à sa façon, n'est-ce pas? Quitter le plan de la représentation, trop abstrait, n'est-ce pas, pour justement est-ce image, est-ce phénomène, n'est-ce pas? Bon, seconde notion, je vais très vite, le jugement, Urteil, jugement du beau. Bon, c'est ça que pense Kant et déjà avant lui, n'est-ce pas, à l'époque classique, cette idée que je juge, c'est-à-dire que je tranche, crisis, hein, système de crise dont on a usé et abusé ces dernières années. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu crise, hein, mais ça, c'est un autre débat, parce que je crois qu'on a beaucoup représenté justement en Occident sous le mode de la crise, crisis, c'est pas, de ce qui tranche, krinein, trancher, hein, quelque chose qui, je crois, est beaucoup plus chronique que critique des évolutions à long terme. En tout cas, il est vrai que le terme de crise, Urteil en allemand, est important. C'est ce qui tranche du beau. Beau ou pas beau? Beau ou laid? Crisis, je juge. Une sorte de tribunal devant lequel passe la peinture, devant laquelle je tranche. Et bien, en Chine, on ne juge pas comme cela, dans la tradition classique. Le grand verbe pour dire c'est pin, qui signifie évaluer, apprécier, classer, ou le verbe savourer, wei, savourer. Alors, c'est important parce que trancher, c'est dans l'instant. Savourer, c'est un processus qui n'en finit pas, n'est-ce pas? Et puis le plaisir. Est-ce que le beau, donc, dans la représentation classique, est lié au plaisir? Le gain que j'ai au beau, c'est du plaisir, Lust. Je vous cite encore une fois Kant. C'est le plaisir qui tient lieu donc de prédicat au jugement du beau, début de la critique du jugement, ça c'est bien le début. Pour distinguer si quelque chose est beau ou non, nous ne rapportons pas la représentation Vorstellung à l'objet, mais nous la rapportons par l'intermédiaire de l'imagination au sujet et au sentiment de plaisir, au sujet, moi le sujet, n'est-ce pas? Sentiment de plaisir ou de peine, Lust ou Lust, que celui-ci éprouve. Or, quand on lit les arts de peindre de la Chine classique, on ne parle pas de plaisir. Donc, ni représentation, ni jugement, ni plaisir. Qu'est-ce qu'on dit devant la peinture? On ne dit même pas d'ailleurs vraiment regarder.
On dit faire couple, doué. Doué en chinois, c'est faire couple avec. Je fais couple, je dialogue avec elle. Hein. Traduit doué en chinois, dialogue. Donc souvent, les traductions abusent en disant regarde, non, c'est pas regardez, je suis devant. Vous savez que on n'exposait pas les peintures en Chine. Hein. C'était enroulé. Donc un ami venait, selon le jour, l'humeur, on déroulait telle ou telle peinture pour l'accueillir, n'est-ce pas? Et une peinture, c'est aussi un rouleau, donc ça se déroule, il y a un processus comme ça. Puis on la mettait au mur, puis on restait devant comme ça, dans une sorte de rapport intime avec elle. C'est pas le tableau encadré, exposé sur le buffet, enfin bon. Que dit-on dans la peinture? On parle d'épanchement. Oui, parce que je suis une actuation d'énergie, à la fois concentrée, condensée, qui forme l'opacité de ce qu'on appelle le corps, nous, et puis une dimension d'animation, de déploiement. Et donc, devant la peinture, qu'est-ce que je fais? Je me sens en déploiement, en épanchement. Hein. Changshen, on dit en chinois. Changshen, c'est-à-dire déploiement d'esprit, ou de dimension d'esprit, épanchement, je dirais, n'est-ce pas? Donc l'esprit qui se libère de tout ce qui le coincerait, l'engoncerait, et puis qui se déploie, qui s'épanche. C'est ça que favorise la peinture quand je la déplie devant moi. Bon. Je voudrais simplement insister sur, une fois ce triangle comme ça très hâtivement posé, quelles sont les conséquences de ces écarts, alors sur différents domaines. D'abord, à quoi servit le beau à l'âge moderne en Europe? Je dirais, en tout cas chez Kant, c'est essentiel, c'est à penser le politique. La critique du jugement de Kant, la troisième critique, n'est-ce pas, en fait, fait apparaître une nouvelle forme d'universalité. Jusqu'à Kant, dans la philosophie classique, on a pensé l'universel comme étant l'universel de la connaissance. C'est le concept, ce que Platon, justement, a promu. Des belles choses au beau en soi, l'idée du beau. Donc, c'est un universel objectif de la connaissance. Et Kant, pensant le beau, parce que je ne crois pas que Kant s'intéresse au beau. Hein. Je ne sais même pas s'il a vu des tableaux dans sa vie. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'il ait été beaucoup dans les musées, Kant. Mais ce qui est important par contre, c'est qu'à travers le beau, il essaie de penser quelque chose qui est nouveau, et nouveau pour nous, et essentiel pour nous, citoyens. C'est un nouveau mode d'universalité. Dans sa distinction, vous savez, très classique, entre le beau et l'agréable. Quand je dis c'est agréable, c'est pour moi. Ça ne vaut que pour moi. Je ne demande pas à l'autre de partager mon sentiment. Hein. Mais si je dis c'est beau, je dis tout autre chose. Quand je dis c'est beau, j'exige que les autres disent comme moi, c'est beau. Donc c'est la grande distinction kantienne entre l'agréable et le beau. Donc le beau, c'est fait apparaître une universalité des sujets. Nous tous, en tant que sujets. Donc si je dis c'est beau, j'attends que vous disiez oui, c'est beau. Et si vous ne dites pas que c'est beau, même si je vois que vous pensez le contraire, je vais me battre, je vais dire mais non, c'est beau, je vais vous démontrer que c'est beau, je vais donner des raisons pour expliquer que c'est beau. Bon. Or, c'est bien du subjectif. Donc c'est un jugement subjectif, c'est beau, mais c'est un jugement subjectif dont j'attends que tout le monde le partage, dont j'exige que tout le monde le partage. Bon, ben vous pensez qu'au XXe siècle, les penseurs politiques, notamment Hannah Arendt, ont prélevé cela pour dire, mais justement, c'est là-dessus que se fonde la démocratie. C'est-à-dire le fait qu'on ait bien des sujets, mais ces sujets ne sont pas chacun isolés dans leur bulle, n'est-ce pas, subjective. Ces sujets sont sujets d'universalité, parce qu'il y a une sorte de participation commune, ce que Kant appelle Gemeinsinn. Sens commun n'est pas suffisant, mais une partageabilité, n'est-ce pas, qui est donnée a priori, qui est donnée dans cet universel des sujets. Bon, en tout cas, je signale ça parce que c'est fondamental. Si la pensée du beau chez Kant n'était pas très féconde, ce qu'il en tire sur le plan politique, une universalité des sujets, est essentiel pour penser la démocratie, puisque l'universel mis en jeu par la démocratie, par les droits de l'homme, n'est pas un universel objectif. C'est l'universel des sujets, donc qui promeut la dimension de sujet, mais dans une dimension qui n'est pas seulement empirique, d'expérience, mais qui exige un universel de principe, a priori nécessaire, bref. Autre chose qui est importante dans le beau, c'est ce qu'on a appelé, la formule a été reprise à l'époque contemporaine, notamment par Quignard, mais qui est une formule grecque de Plotin, l'effroi du beau. Quand c'est beau, vraiment beau, le saisissement qu'on a, c'est beau. Ce jugement, mais c'est un jugement comme ça, qui nous frappe, et le beau qui devient sensible, donc dès le premier jet, bolé en grec, ça nous transperce le beau. Hein. C'est vrai quand on va dans les musées, que dans mon petit bouquin, je l'évoque en remontant San Marco à Florence, n'est-ce pas? Soudain, saisissement, n'est-ce pas?
saisissement, donc c'est dans l'instant. Surgissement, saisi, frappé, bolé, hein, comme par un trait. Le beau nous atteint, et voire nous effraie. Et les Grecs, effectivement, Plotin d'abord, ont évoqué cette sorte d'ambivalence. Surprise, à la fois séduction, plaisir et effroi, tambos. Effroi de quelque chose qui, soudain, nous dépasse et nous saisit. Alors ça, c'est ce qui n'est pas du côté chinois, puisqu'au contraire, ce que nous dit la Chine, c'est que, puisqu'il n'y a pas le jugement, puisqu'il n'y a pas ce saisissement, et on vous dit, qu'est-ce que vous faites devant une peinture? Au début, ça ne vous attire pas. Et plus vous êtes devant, plus vous voulez rester devant, et finalement, vous ne voulez plus la quitter. Donc un processus, comme toujours en Chine, processus, déroulement, ça prend du temps. D'où le thème de la saveur, sur lequel j'avais écrit naguère. Savourer, c'est quoi? Et ce thème de la fadeur, que j'avais évoqué il y a des années, je regrettais d'ailleurs ce petit livre parce qu'au fond, on m'a toujours repris à partir de ça. Et au fond, la fadeur, c'est quoi? C'est la saveur qu'on ne finit pas de savourer. C'est la fadeur c'est la fadeur, c'est de la saveur. C'est pas de l'intelligible, c'est bien du sensible, mais un sensible qui n'est qu'esquissé, qui nous laisse au seuil du sensible. Donc, c'est ni chaud, ni salé, ni sucré, ni doux, ni amer. On est au seuil, et donc on n'en finit pas de savourer. La fadeur, c'est la saveur la plus savourable, parce qu'elle n'est pas imposée, cette saveur. Elle est potentielle, elle est à déployer. Vous voyez ce qu'il dit ici du premier grand peintre chinois, Gu Kaizhi, au IVe siècle. Ces peintures sont comme des vers à soie au printemps, dévidant leurs fils. Au début, cela paraît très plat et facile, et du point de vue de la ressemblance, il y a des fautes. Mais à les considérer plus finement, les 6 principes de la peinture, ils sont au complet. On ne peut dire ça avec des mots, tellement c'est la bonne peinture. Ou encore, Fangsun, alors à l'autre bout de la tradition, 18e siècle, je cite, « Il y a des peintures qui, au premier regard, sont plates et fades, quasiment rien à voir, n'est-ce pas? Mais à les considérer longtemps, elles rayonnent de spirituel, traversées, animées par la dimension d'esprit. Ce sont elles qui sont de premier ordre. » Ou encore, à partir d'une peinture de Zhang Sanyo, par un autre peintre, Wu Daozi, un grand peintre des Tang. Il est dit, il la considéra 2 fois. Première fois, donc pas intéressant. Seconde fois, mais considéré, est au devant. Et la 3e, se coucha à côté et ne la quitta plus. Ah oui, on met sa tente dessous. Donc c'est pas l'effroi, saisissement du beau dans l'instant, comme ça, surprise. Non, c'est un processus, un déroulement. Au début, ça m'attire pas, mais moi, ça m'attire pas, mais justement, il y a de la ressource, il y a du fond. Donc, je n'en finis pas de savourer. Je suis donc engagé dans ce processus. Bon. Et enfin, je dirais, j'ai donc dit le beau démocratique. Bon, alors c'est vrai qu'en Chine, c'est pas la démocratie du beau qui intéresse. Qu'est-ce qu'on dit? Comment apprécie-t-on la peinture? On parle d'une notion de zheyin, celui qui entend le son. Alors, on a plein de scènes comme ça où quelqu'un entend quelqu'un d'autre jouer du luth, ou passe comme ça, on déplie devant lui une peinture. C'est pas, y a pas, vous voyez, la scène grecque, qui nous vient de la démocratie grecque, de la cité, c'est quoi? C'est le théâtre, n'est-ce pas? Chose qu'il n'y a pas en Chine. Tardivement, on a un opéra chinois, mais d'ailleurs d'origine étrangère, par l'Inde, c'est les vies du Bouddha qu'on a figurées. Mais la Grèce, c'est quand même d'abord lié à ça. Théâtre, représentation, mimésis, c'est d'abord ça. Représentation au théâtre. Et c'est le fait qu'il y a un public. Un public au théâtre, public à l'agora, public, disons, des lectures publiques. Bref, l'idée de public. Vous savez, il y avait un livre qui a été pour moi important dans mes débuts, mais pour le critiquer, qui était de James Liu, qui lui-même, sur les pensées chinoises de la littérature, et qui lui-même reprenait un texte important d'un théoricien de la littérature au XXe siècle, sur les 4 notions qui seraient de partout. N'est-ce pas? Si je veux penser ce qu'est une œuvre littéraire, j'ai forcément un auteur, un public, une œuvre et un monde. Voilà, 4 notions qui traverseraient toute pensée du littéraire, d'hier comme d'aujourd'hui, de Chine comme d'Europe. Mais je dirais que, revenant de Chine, j'en suis plus sûr. Notamment la notion de public. Non, il n'y a pas de public en Chine. Et avec ce que le public implique de démocratique, justement, de universalité des sujets, comme dirait Kant. Mais il y a comme on dit en japonais, ishin denshin, d'esprit à esprit. Il y a quelque chose
de personnel, d'échange, de rapport, d'intimité entre deux personnes qui comme ça, communient dans un même sentiment. Il n'y a pas de public, n'est-ce pas, avec l'aspect collectif, l'aspect aussi exigé par le beau, n'est-ce pas? Tout le monde doit apprécier, comme moi, ce qui est beau, etc. Donc je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait vraiment monde et qu'il y ait vraiment œuvre. Et même auteur, qu'est-ce qu'on dit des poèmes chinois? On ne dit pas le poète comme ça. On dit que le poème vient à la rencontre de l'émotion et du paysage. Ching, ting, n'est-ce pas? Donc le poème, c'est aussi quelque chose qui relève de processus entre dedans et dehors, entre le perçu et l'ému, n'est-ce pas? Une sorte de... qui advient à la rencontre, toujours par polarité, c'est pas comme ça que pensent les Chinois, opposés complémentaires en interaction. Bon, j'ai donc dit démocratie du beau, le beau, l'effroi du beau, et je finirai par le beau mort. Le beau mort et le beau culte. Le beau, finalement, le rapport du beau à la mort. C'est une chose qu'Adorno, notamment, a pointé. C'est-à-dire le rapport à la vie. La vie, là, je vais peut-être passer comme ça au vivre par une transition un peu forcée. Mais au fond, qu'est-ce qu'on dit dans la peinture chinoise? On vous dit il faut exprimer la vie. Je dis la vie, en fait, shang en chinois, vivre. Shang, vivre. C'est ça qui est l'enjeu de la peinture. Alors vous me direz, oui, mais aussi quand on lit Vasari, n'est-ce pas, en Europe, on vous dit la Joconde, n'est-ce pas, elle exprime la vie. Oui, elle exprime la vie par ressemblance, parce que le teint, parce que le regard, parce que tout ça. Donc je ne crois pas du tout de la même façon. En Chine, la vie, c'est-à-dire processus. Processus, c'est-à-dire animation, tension, déploiement, polarité, etc. Mais surtout, je pense que le beau a rencontré une difficulté en Europe, qui est la suivante. C'est qu'on voit bien le rapport du beau et de la représentation. On voit bien comment le beau est, comme dit Kant, la belle représentation d'une chose, mais on ne peut pas représenter le spirituel. Donc il y a une scission entre le beau et le spirituel. Quelqu'un comme Hegel l'a bien pensé. Et je dirais, c'est finalement ça qui fait que j'appelle ça le beau mort, c'est que le beau est sans dépassement possible. Le beau ne s'approfondit pas. Le beau est terminal. Le beau est résultatif. C'est l'achèvement d'une forme, mais qui n'a pas de dépassement. Je dirais donc le beau ne s'approfondit pas du visible à l'invisible. Il intègre, totalise, harmonise, ne prête pas à dépassement. Il arrête le beau. Comme on dit, arrêt sur image, n'est-ce pas? L'arrêt devant le modèle. Il arrête, par suite éternise, mais sans appeler à un développement à venir. Ou alors il fait basculer dans le symbolique, n'est-ce pas? Du beau, du sensible, donc on bascule dans l'intelligible de l'idée. C'est pour ça que le beau frappe, effraie, saisit, mais ne se prête pas à dépassement, à savoration, ce que je appelle saveur d'au-delà la saveur, la fadeur, paysage d'au-delà le paysage, n'est-ce pas? Cet approfondissement qui ne fit pas. Vous voyez les difficultés des peintres européens à l'époque classique pour peindre le spirituel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une auréole autour de la tête des gens, n'est-ce pas? Ou ils peignent tel personnage sur un nuage, hein, pour montrer qu'il s'élève dans l'ailleurs du spirituel. La difficulté qu'ils ont, sinon il faut sortir la ressemblance, comme le Gréco, n'est-ce pas, qui allonge ses personnages, comme Giacometti, n'est-ce pas, hein. Mais il faut déformer. Mais le beau lié à la forme, à l'orientation, etc., eh bien, quelque part, et c'est la conclusion qu'on tire du nu. Le nu n'est pas spirituel. Ou même, Hegel a bien montré qu'au fond, si vous voulez rendre la dimension spirituelle de quelqu'un, sa dimension, il faut figurer vêtu, parce qu'il faut justement qu'il y ait du retrait, du cachet, il faut quelque chose. Si tout est dans la forme extérieure, le spirituel en est évaporé. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important, et c'est pas, je dirais, le beau mort, le beau culte. C'est vrai qu'au fond, à l'époque moderne, avec la mort de Dieu, des dieux, enfin des dieux morts, le beau restait cette sorte d'ultime divinité. Il y avait, je crois qu'il y a 2 ans, le concours de culture générale du concours de la magistrature, concours magistrat, Chine, c'était « Le beau peut-il sauver le monde ?» Oui, alors ça, c'est vraiment la phrase de Dostoïevski, n'est-ce pas? La beauté qui peut sauver le monde. Donc la beauté culte, n'est-ce pas? La beauté comme ça, comme étant cette dernière incarnation pour nous du sacré, avec ce rôle comme ça, l'ultime transcendance, si vous voulez, mais canonisé, n'est-ce pas? Statifié. La beauté peut sauver le monde, bref, tout ça. Je veux dire simplement en conclusion qu'au fond, l'effort, pourquoi je me suis intéressé au beau,
Eh ben, c'est parce que l'effort de l'art moderne, ça a été de sortir du beau. Sortir notamment, si je reprends mes 3 termes classiques, sortir de l'argumentation, paraissant beaucoup trop abstraite, sortir du jugement, paraissant beaucoup trop rationnel, comme si j'étais un tribunal qui tranche, et sortir du plaisir. Ce qui est peut-être la difficulté de l'art moderne, c'est que s'il n'y a plus plaisir, qu'est-ce qu'il y a? Quel mode de satisfaction, si ce n'est pas celle du lust? En tout cas, je crois que c'est la grande... c'est sur le beau que l'art moderne s'est déchiré, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a délaissé. Et puis la forme. La forme au profit de quoi? Eh bien, de ce qui est le processus. Et là, il y a bien quelque chose qui communique avec la Chine. Et c'est vrai que quand vous prenez les peintres chinois, les peintres européens du XXe siècle, Matisse, par exemple, Matisse nous dit, il y a deux façons de figurer un arbre, comme j'ai appris à l'école, dessiner, ou comme j'entends dire que les Chinois disent, monter avec l'arbre. Bon, Picasso a de nombreuses formules du même ordre, c'est-à-dire passer de la forme, Eidolf, forme modèle, canonique, archétypique, comme celle qu'incarne le nu, à du processus. Grande notion, je crois, de l'art moderne et contemporain. Donc il y a quelque chose qui est la sortie du beau. Donc vous savez comment elle s'est faite au XVIIIe siècle, en lui opposant le sublime. Voilà, toute la pensée du XVIIIe est chez Kant, n'est-ce pas? Le sublime, justement, ouvrant vers le spirituel et sortant de la forme du beau. Et puis, à l'époque romantique, le lait comme étant plus authentique, moins artificiel, plus fécond que finalement ce beau très académique et donc superficiel. Et puis le spirituel. Alors, chez Hegel, chez Kandinsky, enfin, je veux dire, les traditions de... À quoi je voulais en venir? Eh bien, à ce paradoxe actuel. Ce paradoxe de quoi? Historique. Qui est que c'est au moment où l'Europe met le beau en crise, c'est le moment où le beau implose, donc, que le beau, par mondialisation, s'impose dans toutes les autres cultures. C'est ce que j'ai constaté en Chine. Chine, Japon, fin 19e siècle, au moment donc où Cézanne et les autres, n'est-ce pas, ébranlent la peinture, pensez à Cézanne, n'est-ce pas, aller brûler le Louvre. Même si on y retourne tous les jours, on veut le brûler, parce qu'on veut refaire la peinture à zéro, tabula rasa, recommencer, couper avec la tradition. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai de la peinture comme de la philosophie. Ce qui fait la philosophie, je crois, c'est que le matin, on dit non à ce qu'on a dit la veille. Comme disait Bergson, n'est-ce pas? Tout philosophe vient dire non au philosophe précédent. Force du négatif, n'est-ce pas? Se dire non, enfin, dire non à l'autre, et si possible, aussi à soi-même. C'est vrai du peintre. Le peintre, tous les matins, il veut peindre comme si on n'avait jamais peint, n'est-ce pas? Brûler le Louvre. Bon, je crois qu'il y a donc ce qui s'intensifie fin 19e siècle, dans l'expérience européenne, mise en crise du beau, séparer l'art du beau, jusqu'à mettre en crise l'art, parce que l'art, se libérant du beau, est entraîné dans la chute du beau aussi, enfin, toutes ces choses complexes. Face à quoi, on voit que c'est au même moment que l'Europe commence ce qu'on appelle maintenant la mondialisation, mais qui n'a pas commencé comme une mondialisation économique ou politique, a commencé comme une mondialisation théorique. C'est-à-dire l'Europe au sommet de sa puissance, qui va partout et qui, disons, répand ces catégories de par le monde, y compris en Chine et au Japon, culture qui jusque-là s'était développée en dehors des références européennes. Et donc, Chinois, Japonais vont emprunter la catégorie du beau, vont emprunter la notion d'esthétique. Comment traduit-on esthétique en chinois ou en japonais? Plutôt en japonais, mais à partir d'éléments sémantiques chinois. Bigaku en japonais, meishui en chinois, étude du beau. On dit à l'époque classique kalistique. C'est ce qu'on a traduit. Donc, finalement, la notion de beau, c'est mondialisée au moment même où on n'y croyait plus. C'est au moment où elle a implosé qu'on l'a imposée. Et en fait, cette affaire-là qui est comme un paradoxe dur pour aujourd'hui, puisqu'au fond, aujourd'hui, tout le monde, en Chine, au Japon, en Europe, utilise le beau, parce que c'est commode comme notion comme ça, apparemment commune, en même temps que les amis japonais ou chinois que vous connaissez ne s'entendent vous dire « oui, mais c'est pas le beau comme vous pensez que c'est beau ». Donc, la difficulté, c'est qu'en même temps qu'il y a une sorte de mondialisation théorique, il y a un sentiment d'un ineffable culturel. C'est contre quoi je lutte. Je ne pense pas qu'il y ait d'ineffable culturel. Je vous ai dit au départ, pour moi, le culturel, c'est de l'intelligible. Dialogue. Ce n'est pas seulement le dialogue d'écart, c'est le logos de l'intelligible.
Donc je ne pense pas que, bien sûr, je viens plus tard que si j'étais né chinois dans la culture chinoise, mais je pense que par du travail, de la patience, du processus, je peux entrer dans ces cohérences. Et je dis ça parce qu'il y a tout un mouvement en Chine aujourd'hui, des valeurs asiatiques, qui sont des valeurs comme ça, sorties de l'histoire, qui seraient des valeurs proprement chinoises, du terroir chinois, etc. Contre quoi je suis totalement. Mais il y a bien cette difficulté, c'est que, ayant comme ça mondialisé, non pas universalisé, mais mondialisé le beau, c'est-à-dire avoir répandu le beau comme une notion d'uniformisation, hein, je distingue les deux, l'universel et l'uniforme, et même je dénonce la façon dont l'uniforme fait semblant d'être l'universel. Mais quand l'uniforme est partout, qu'on le voit partout, on pense que c'est légitime comme universel, de droit, par nécessité, alors que c'est simplement ce qu'on voit partout, ce qui a saturé. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, il y a, disons, la notion de beau s'est répandue partout. On peut la prendre pour universelle en oubliant ce qu'a été sa production singulière, telle qu'elle nous vient des Grecs, telle que la philosophie classique l'a développée. Et donc, cette difficulté aujourd'hui, ce qui met, je crois, à mal le dialogue entre les cultures, c'est qu'à la fois, on utilise les mêmes outils, mais en montant des choses très différentes dessous. Donc il y a du quiproquo. Du quiproquo et un sentiment d'ineffable, souvent qui alimente du nationalisme culturel, parce qu'on dit non, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est réservé à nous, Chinois, qui pouvons seuls, etc. Donc, et face à quoi, je dis donc qu'à mon sens, il faut entrer en résistance. Et il me semble que c'est la chance de notre époque. C'est que notre époque, nous sommes la première, je dirais, génération, en fait, en Europe, à pouvoir sortir du cadre européen, de l'horizon qui était celui de notre culture, à pouvoir circuler, et donc à pouvoir aller à la rencontre d'autres intelligibilités, d'autres cohérences, car pour moi, le terme qui fait pont entre ce que je lis en Europe et puis ce que je lis en Chine, c'est le terme de cohérence. Vérité trop étroite, sans doute, raison aussi, trop marquée du saut de notre histoire, mais cohérence, oui. Il y a partout de la cohérence. Et donc, traverser des cohérences diverses, des intelligibilités diverses, traçant des embranchements, des écarts, et les faire communiquer. Je crois que c'est ça l'intelligence, au fond. L'intelligence, ce n'est pas une faculté arrêtée. C'est déterminé. Non, l'intelligence, c'est un processus. Et plus vous traversez d'intelligibilités diverses, plus vous explorez de cohérences écartées les unes des autres, plus l'intelligence est comme ça incitée à travailler. Voilà, donc vous avez compris ce qui était un peu le développement de votre introduction. Pour moi, il s'agit de passer par la Chine, non pas par exotisme, fascination du guillemets différent. Je passe par la Chine pour essayer de relancer la philosophie, la faire retravailler, la remettre notre raison en chantier. Il ne s'agit pas de fuir le rationalisme européen, dénoncer nos grands dualismes, rejeter la métaphysique. Non, il s'agit de voir comment il y a d'autres possibles, d'autres fécondités, circuler entre elles et faire que ces fécondités diverses se réfléchissent et donc se réincitent, n'est-ce pas, pour relancer la philosophie, remettre notre raison en chantier. Merci de votre attention et peut-être qu'on peut un peu dialoguer.